La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. Dans l'actualité ce soir, le processus d'indemnisation des victimes de violences politiques au Togo, l'USCROM, est à Takbambi. Dans les plateaux, on compte près de milliers de victimes dans la région, des victimes vulnérables, mais l'opération ne se déroule pas sans difficulté. Les explications tout à l'heure dans cette édition. La TVT, honorée par deux de ses journalistes à travers leur reportage, lauréat des 2 premiers prix du concours journalisme d'impact organisé par des chancelleries étrangères. Nos collègues ont été reçus ce matin par le ministre Guy Madié Lorenzo avec l'ensemble des journalistes des médias d'État primés à cette occasion. Ils sont nos invités ce soir dans le 20h dans un instant. À lire ce nouveau roman Femme libérée de Docteur Solange Ahansou Toussa, paru aux éditions Aoudi et dédicacé par l'auteur de L'Excision. Un prétexte, l'auteur y expose un problème très actuel de la prise en charge dans nos structures sanitaires. Voilà, madame, monsieur, nos sommaires. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Je suis heureux de mon passage au Togo. Déclaration ce lundi de Hiroshi Kawamura, l'ambassadeur du Japon au Togo en fin de mission dans notre pays. Le diplomate japonais est allé ce matin faire ses adieux au chef de l'État. Entretien élargi à la coopération bilatérale. Il s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Des propos recueillis par Ramdan Bassila. Ma mission plus Togo va s'achever bientôt. J'ai été reçu par Monsieur le Président de la République pour que je puisse dire à son Excellence tous mes remerciements pour le soutien de son Excellence à mon travail ici à Togo. Et quand il s'agit de coopération entre le Japon et le Togo, comme ça vient, on a commencé 2 projets de grande envergure, le projet de construction de 2 ponts, de Kara et Kumongu, et un autre projet de l'aménagement de port de pêche de Lomé. Et d'ailleurs, en plus de ces 2 grands projets, le Japon se tient toujours le PUDC initié par son Excellence, Monsieur le Président. On est très heureux de faire cette coopération pour soutenir les services sociaux de base de la République togolaise. J'ai été très content de travailler pour le Togo et pour travailler pour les relations entre le Togo et le Japon. Et voilà l'ambassadeur Hiroshi Kamaura, enfant de mission dans notre pays, qui est donc allé faire ses adieux au chef de l'État. Direction maintenant à Takbamé. Le SCRUN a posé là ses valises pour l'indemnisation des victimes vulnérables des violences politiques. La période de prise en compte est bien connue, 1958-2005. C'est un rappel, la région compte environ 1 millier de victimes vulnérables. L'opération, le récit de Yves Agbevivi. Ils ont répondu oui à l'appel du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale dans la région des Plateaux. Les victimes des crises politiques, victimes non vulnérables, recensées par la CVJR dans les préfectures d'Amou, d'Akebu, d'Ogu et d'Owawa, perçoivent leur indemnité à Atakpamé. Avant le démarrage de la remise des chèques ce 7 mai 2018 et tour à tour, les responsables préfectoraux, membres du HCRUN et de la CVJR ont expliqué aux victimes les raisons qui motivent l'entreprise du programme de réparation et la considération à accorder à cette œuvre dont la finalité pour le chef de l'État, selon les intervenants, est de créer les conditions pour un mieux vivre, une réconciliation réussie au Togo. Takbamé étant quand même la région où les violences ont connu donc une importance gravissime. Et dans cette première étape, alors que par endroit
On est à la centaine ou 200. Ici, dans Tapamé, nous réunissons près d'1 millier de victimes que nous allons servir en victimes non vulnérables pendant les 2 semaines à venir. Donc, c'est le début des indemnisations dans Atapamé et ses environs. Cette première phase d'indemnisation des victimes a déjà connu la remise des chèques aux victimes depuis le 20 mars à Lomé, Aneho, Tchévier, Balimé, Notien, Tong et Anié. Après les plateaux, la délégation du HCRUN se rendra dans les autres régions à l'intérieur du pays. Et je vous le disais au sommaire, cette opération d'indemnisation se déroule non sans difficulté. Et vous savez qu'il y a bien de ces cas, des gens qui portent les mêmes noms, les mêmes prénoms, et certains animés de mauvaise foi se font vite passer pour d'autres, alors qu'ils ne sont pas les vraies victimes. Les explications à propos de Mme Awanana, la présidente de HCRUN. Autant nous avons voulu satisfaire un grand nombre de victimes, donc nous avons quelque peu fait admettre à la banque UTB, notre partenaire, d'accepter qu'on serve les victimes qui n'ont pas de carte nationale d'identité avec les cartes d'électeurs. Et là, il y a eu des homonymies, et notamment dans la région de Palimé, Cloto et Dany, des petits malins qui n'étaient pas victimes du tout et qui ont profité de l'homonymie pour se présenter. Mais très vite, on les a détectés et très vite, on leur a fait restituer ce qu'ils ont indûment perçu. Pour dire que désormais, nous exigeons le permis de conduire, le passeport ou la carte nationale d'identité. Autre sujet évoqué ce soir, les processus électoraux. Des échanges, vous le savez, sont bientôt devant nous, mais ce qui préoccupe le GF2D, eh bien, c'est l'implication des femmes, comment elles doivent aborder ces consultations. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement leur apprend la manière, le savoir-faire. Rufine Komaklo, Carmen Madjiakapo. La participation des femmes aux processus électoraux reste un sujet de préoccupation de l'heure. Au Togo, depuis 2006, des mesures ont été prises pour une représentation équitable et équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision publique et politique. Pour apporter sa contribution à l'émergence de la femme, le GF2D met en œuvre depuis 2012 un programme d'éducation civique à l'endroit des femmes. Ici, les femmes membres et sympathisantes des partis politiques et associations sont outillées sur la gestion des processus électoraux. L'idée est de les amener à prendre conscience de l'importance du rôle qu'elles peuvent jouer pour le bien-être de la société. La formation que nous avons commencée depuis 2012 était axée sur la décentralisation. C'est de former ces femmes-là pour qu'elles puissent se préparer à participer aux élections locales. Une fois qu'il y aura les élections locales, on a des candidats qui sont déjà prêts pour pouvoir participer à ces élections-là. Nous avons enregistré un meilleur positionnement de ces femmes-là dans les partis politiques. Il y a quand même des femmes qui ont suivi ces formations-là, qui ont été élues, qui continuent de participer à ces académies-là. 2018 constitue une année capitale pour le Togo en matière électorale. Le GF2D veut donc intensifier ses actions en vue d'atteindre le plus grand nombre de femmes. Les formatrices vont donc partager leurs expériences avec les participantes sur comment aller à la rencontre de l'électorat lors des campagnes. A signaler dans l'actualité ce lundi la célébration en différé de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession qui comporte de multiples facettes. L'association des sages-femmes du Togo a célébré donc en différé ce lundi à son siège à Lomé cette journée qui a pour thème les sages-femmes donnent l'exemple en offrant des soins de qualité. Occasion donc pour elles de sensibiliser la population sur le bien-être de la santé de la femme et du nouveau-né, de motiver les décideurs à mettre en place des politiques et mesures susceptibles de leur permettre d'exercer pleinement leur métier et d'amener la sage-femme elle-même à prendre conscience de son rôle en faveur du bien-être des femmes enceintes. Nous reviendrons en images sur ce sujet dans nos prochaines éditions.
Notre deuxième titre ce soir, les félicitations de Guy Madjé Lorenzo à la télévision togolaise, votre chaîne, notre chaîne, honorée par deux de ses journalistes, Adolphe Paka et Pierre Sousoupo, lauréats des premiers et deuxièmes prix concours journalisme d'impact organisé par l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne, les ambassades de France et d'Allemagne. Les deux collègues, nos invités ce soir, ont été reçus ce matin avec l'ensemble des lauréats de la presse publique par le ministre de la Communication. Reportage de Ekwesala. Du journalisme d'impact au Togo, les organes publics récompensés pour la qualité de leur travail au quotidien, ici reçus par le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. La télévision togolaise s'est taillée la part du lion avec le duo Adolphe Paka et Pierre Sousoupo, journalistes chargés de l'émission Togo en marche. Suivront ensuite Manyim Sanda Passanda de Radio Kara et Faustin Lagbaï de Togo Presse. Accompagnés du directeur de la télévision togolaise et des rédacteurs en chef de leurs organes respectifs, ils sont venus présenter leurs mérites au ministre. Deuxième de la catégorie télévision de cette compétition, Pierre Sousoupo l'a été grâce à son documentaire qui traite de la finance inclusive dans la lutte contre la pauvreté. Il faut régulièrement aller vers les groupes organisés des producteurs. Pour les premiers prix, Simanyim Sanda Passanda de Radio Kara a présenté son reportage sur la lutte contre les fistules obstétricales chez la femme. Adolphe Paka de la télévision togolaise, lui, a concouru avec son documentaire, chapitre 1 du PUDC, les pistes rurales et enfin le désenclavement. Urgence ou tout simplement sans attendre. Aussitôt lancé, aussitôt exécuté. Le PUDC vient répondre à l'espoir des milliers de Togolais qui attendent des actions de l'État. Le ministre Lorenzo s'est félicité du professionnalisme qui se fait au quotidien au sein des organes publics. Et ces lauréats en sont une illustration vu la qualité du jury et les institutions qui ont jugé et récompensé le travail. La télévision nationale, la radio nationale, le quotidien national ont montré leur qualité, leur excellence. Vous savez, c'est un prix individuel qui vous a été donné, mais cela rejaillit sur l'ensemble des organes publics. Et le fait que les 4 premiers prix soient décernés à des journalistes des organes publics fait que vous montrez à suffisance la qualité de ce que nous attendons du journalisme. J'aimerais que beaucoup de gens s'inspirent de ce que vous avez fait, aussi bien au niveau de la télévision, au niveau de la radio, qu'au niveau de la presse écrite. Et voici les récompenses des billets de voyage pour les premiers de chaque catégorie. Voyage aller-retour Lomé, Berlin-Lomé et Lomé-Washington-Lomé. Un caméscope et ses accessoires pour le deuxième prix télé, des gadgets et des certificats de mérite. Et nos deux collègues sont donc, je vous le disais, nos invités ce soir dans le 20h, Adolphe Paka et Pierre Sousoupo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Adolphe. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Alors, au départ, vous étiez, je crois, 129 journalistes au départ sur ce concours. Et au final, vous décrochez, vous, Adolphe Paka, le premier prix, et Pierre Sousoupo, le second, le deuxième prix. Quel sentiment vous anime, bien naturellement, ce soir, à l'issue donc de ce concours? Oui, je sens pour des événements pareils, du coup c'est la joie, mais en réalité décrocher un prix pareil, c'est moins la joie pour nous que pour la maison pour laquelle nous travaillons, c'est-à-dire la télévision togolaise. C'est la joie parce que c'est un travail d'équipe aussi. Et les techniciens doivent en être contents parce que nous travaillons avec... Je rappelle que vous animez notamment l'émission voilà, Togo en marche. Vous allez régulièrement donc sur le terrain. Voilà. Nous allons sur le terrain, on ne va pas seul et nous sommes outillés par l'entreprise, la télévision togolaise. Et aujourd'hui, si nous avons une joie, c'est ce que cela rapporte
à l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Un sentiment de joie partagé également? C'est un sentiment de joie partagé, Jason. Moi, j'étais à 2 minutes de l'émission au Cœur de la Nation quand la nouvelle était tombée, mais avec mes invités, j'ai crié de joie parce que avoir l'enjeu de ce concours, avoir les chancelleries qui sont au devant de cette initiative, avoir également les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union européenne. Voilà, et avoir aussi les concurrents, c'était un événement de taille et il fallait vraiment se réjouir quand on vous proclame étant les lauréats. On va aller dans le vif du sujet avec vous, Adolphe Paka, vous qui avez travaillé notamment sur les pistes rurales, le désenclavement. Nous le disions tantôt, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des populations à la faveur justement de ce projet, le PUDC lancé par le chef de l'État à Mandjouri. Alors, de Mandjouri à Takbamé, un peu dans la ferme Djonkoutoura, vous avez parcouru le Togo entier à la rencontre justement des chantiers, à visite donc de ces chantiers. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui sur le terrain, vous qui étiez tout près? Oui, Jason, tu sais, le 30 juin 2016, quand le chef de l'État lançait ce vaste programme, nous particulièrement on est touchés parce que ça fait longtemps que nous sillonnons le pays. Nous sommes témoins de ce que sont les pistes rurales. Et vous aurez vu, pour faire ce document, on s'est servi des images qu'on a eu à prendre avant qu'on ne lance le PUDC. C'est vrai, les ponts sont coupés par ici, et les rues, ou bien les pistes sont devenues des bourses impraticables. Donc, ceci nous a vraiment tout de suite inspiré. Et j'avoue que quand il fallait réaliser ce document, il faut aller vers les populations pour comprendre. Et il y a même des pistes qui sont faites plus que les routes goudronnées. Parce que vous allez voir, vous roulez très bien. Et cette semaine, nous revenons de Diarpanga. Donc, quitter Bassar aujourd'hui, aller à Diarpanga, c'est affaire de quelques minutes. Avant, c'était des heures, pourquoi pas une journée. Donc, le PUDC, chapitre 1, les pistes rurales, nous disons, et enfin, le désenclavement, et le désenclavement, il est réel. Oui, et vous avez constaté, est-ce que le désenclavement est réel? Les populations vous l'ont exprimé, vous l'avez constaté? Ah oui, mais il faut lire le document que nous avons présenté au concours pour comprendre la joie des populations. Et nous revenons avec des tonnes de témoignages, mais nous utilisons seulement quelques-uns pour faire le travail. Donc, c'est une adhésion parfaite. Le document sera diffusé dans l'émission. Puisque le document est même déjà diffusé dans Togo en marche. On pourra peut-être même revenir là-dessus dans votre émission pour regarder encore de près le travail que vous avez fait. Vous, Pierre Tsoussoupo, vous avez travaillé sur le FNFI et les activités génératrices de revenus. Vous avez rencontré certainement également beaucoup de femmes. Est-ce que le FNFI, les prêts de 30 000 francs alloués, ont transformé la vie des populations? Oui, Jason, c'est justement ce qui nous a poussé à descendre sur le terrain. Parce que quand on a lancé ce fonds, il y a eu plusieurs composantes. Et donc, les premières composantes, tout de suite, ont attiré notre attention. Quelques années, c'est-à-dire 3 ans surtout après, 3 ans après, on est descendu sur le terrain et on est allé voir ces femmes, ces jeunes, qui, à partir de 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, arrivent à réaliser des choses pas possibles. Et là, nous avons été témoins des changements qui sont intervenus dans leur quotidien. Par exemple, nous sommes allés dans une famille où la femme nous dit avant, elle aidait une autre dame à faire les objets utilitaires, les pots et autres. Là. Mais quand elle a eu premièrement les 30 000 francs, tout de suite, elle s'est créée elle-même sa propre entreprise. Elle a commencé, dans les mois qui ont suivi, elle a commencé par employer d'autres femmes, d'autres jeunes du milieu. Et ça, c'était un témoignage vivant et concret que nous avons touché du doigt sur le terrain. Il y a d'autres femmes qui nous ont dit, si ce projet pouvait marcher avec une seule femme, et elles pourront dire que c'est une réussite. Mais aujourd'hui, c'est des milliers de femmes, c'est des milliers de jeunes qui ont adhéré à ce projet. En 2016, décembre 2016, ils étaient autour de 17 000. En 2017, ils devaient être autour de 250 000. Donc, il faut comprendre que de jour en jour, il y a l'adhésion qui est toujours au point.
Merci beaucoup, messieurs Adolphe Paka et Pierre Soussoukpo. Félicitations à nouveau donc, pour ce prix qui honore, au-delà de vous, au-delà de votre émission Togo en marche, toute la télévision, votre chaîne, notre chaîne. La suite de cette édition est ce nouveau cadre d'échange et d'affaires entre professionnels des secteurs des banques et assurances. Ce sera du 24 au 26 mai prochain à Lomé. L'annonce a été faite ce lundi pour ce rendez-vous qui présente bien des perspectives entre professionnels, grand public et opérateurs économiques. Edem Soussoukpo. Dans exactement 17 jours, les sociétés d'assurance et bancaires vont s'ouvrir au grand public. C'est à la faveur du premier salon des assurances, banques et institutions financières qui aura pour cadre l'hôtel du 2 février et ceux du 24 au 26 mai prochain. Cette première opportunité d'échange entre les institutions financières, les assurances et les banques va permettre de débattre des enjeux de l'interpénétration des activités de ces prestataires et aussi du profit attiré par les consommateurs. Le téléphone portable a introduit, si vous voulez, de très grands changements qui continuent d'ailleurs dans le mode de fonctionnement des banques et des assurances aujourd'hui. Et nous pensons qu'il est important pour les assureurs, les banquiers, de se rencontrer entre professionnels et d'en discuter. Alors l'autre élément, c'est que ces secteurs travaillent aujourd'hui de façon interconnectée. Il faut pouvoir échanger sur ces bouleversements, ces changements. Et quels sont les défis nouveaux? De façon pratique, maintenant, il faut que ces professionnels-là puissent parler également au grand public. Au grand public, c'est-à-dire les consommateurs des produits bancaires et des produits des assurances. Est-ce que ces produits qui sont conçus à l'intention des consommateurs que nous sommes, est-ce que ça répond toujours à leurs préoccupations? Les 3 jours de rencontre seront axés sur un thème central, le modèle d'assurance et de banque pour une classe moyenne émergente. Le M et e-banking seront également largement expliqués aux 3000 participants attendus. Et un gala viendra couronner ces échanges, occasion pour les banques et assurances de récompenser leurs meilleurs clients. La technologie invitée également dans les services financiers décentralisés. On parle aujourd'hui de plus en plus de digitalisation de ces services. En clair, une bonne gestion, une meilleure gouvernance qui passe par des techniques plus adaptées pour réduire les risques, pour produire un service de qualité à travers la technologie. Les explications de Serge Tastom et Luc Assis. La technologie mobile, les paiements numériques et les services bancaires via agents ou mobiles sont en grande partie les vecteurs de stimulation des progrès significatifs réalisés en matière d'inclusion financière au cours de ces dernières années. Et avec l'augmentation de la pénétration du mobile et l'usage de l'argent mobile, il se révèle opportun pour les systèmes financiers décentralisés SFD de s'inscrire de plein pied dans la digitalisation pour mieux servir et répondre aux attentes des populations. Cette formation leur permettra de surmonter la pression d'évoluer vers la digitalisation de leurs services et gérer les risques de fraude inhérentes à cette technologie. La finance digitale, c'est de façon générale, c'est l'utilisation d'un compte, par exemple, compte que vous avez au niveau d'une banque ou bien d'une institution de microfinance, que vous avez la possibilité de faire des transactions à distance via votre téléphone. La formation va permettre à l'ensemble des participants, des acteurs dans le monde financier, d'avoir une meilleure approche dans ce qu'on appelle la proximité, la réduction des coûts, la possibilité d'offrir de nouveaux services tels que les paiements de factures, ce qu'on appelle les services de deuxième génération, tels que l'achat de crédit et même les produits de troisième génération comme le crédit digital. Ce programme de formation présente donc plusieurs options stratégiques possibles pour une institution de microfinance qui souhaiterait se lancer dans la finance digitale et mettre en lumière les enjeux liés au choix et à l'implémentation de chacune de ces options. La digitalisation des services financiers a pour objectif d'accroître l'accès aux services financiers et d'accroître le taux de bancarisation dans le pays. Comme nous le savons, les institutions de microfinance sont celles qui sont plus à proximité de nos populations dans les zones les plus reculées du
pays. Donc à ce titre, avec l'accès aux services financiers grâce à la digitalisation, nous pourrons accroître le nombre de personnes qui souscrivent aux services financiers, que ce soit en termes de crédit ou d'épargne, mais également le nombre de personnes à travers la digitalisation qui pourront avoir accès à d'autres services fournis par les systèmes financiers décentralisés, mais qui sont des services non financiers. Une digitalisation réussie aura le mérite d'accroître le taux de bancarisation. La direction de la promotion de la finance inclusive des PFI et ses partenaires appuient les services financiers axés sur l'épargne des personnes à faible revenu, en particulier les femmes et les personnes vivant dans les régions rurales, pour accentuer davantage l'inclusion financière. Il est 20h24 à l'étranger. En bref, prêt à resservir son pays, Ibrahim Boubacar Keïta a été investi hier, dimanche, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Près de 70 partis ont porté leur choix sur le président sortant hier à Bamako. Élu en 2013, le chef de l'État malien briguera donc un second mandat. Cela dit, retour au Togo, retour sur la lutte contre l'érosion côtière. C'est une réalité, la mer avance, nos côtes sont menacées et avec elles, des vies. Devant le danger donc, nos autorités ne croisent pas les bras. Le point ce soir sur la lutte contre l'érosion côtière, document signé Rachel Aoukou. Des plages qui disparaissent, des maisons englouties par la mer. C'est un véritable cauchemar que vivent les populations vivant le long de la côte togolaise. De Gbetogbe à Baguida, d'Agbodrafort à Anéran, l'avancée de la mer pousse les riverains à devenir des sans-abri. Sur le 9, 10, 11 mois, bateau bien. Un matin, à notre réveil, la mer a envahi nos concessions et détruit nos bateaux. Toutes nos activités ont été endommagées, nos maisons sont à l'eau. L'espace compris entre le lac et l'océan est en train de s'immerger. Et chaque année, nous avons estimé à peu près 9 hectares qui s'immergent annuellement. Ce phénomène est dû en grande partie non seulement aux aléas climatiques, mais également aux actions humaines qui portent un coup dur à l'environnement. On note par exemple l'exploitation accrue du sable marin et du gravier continental. Si l'homme, de par ses activités, va encore prendre ce granulat marin, ça veut dire qu'il y aura une amplification, donc il y a augmentation de la vitesse de l'érosion côtière. Ici, à Gbetogbe, tout comme à Nimanya, Baguida, les riverains continuent de pratiquer cette activité malgré l'interdiction du gouvernement. L'extraction du sable et gravier marin, c'est notre activité quotidienne depuis le temps de nos grands-parents. Nous vivons de la commercialisation du sable et gravier marin. Mais ces derniers jours, les soldats nous dérangent beaucoup. Pour protéger et préserver le littoral et décourager les exploitants de ces carrières, le gouvernement prend de nouvelles résolutions. Qu'une unité d'agents de sécurité vient d'être mise sur place pour faire une surveillance et dissuader les exploitants illégaux afin que l'exploitation illégale du sable marin cesse carrément et aussi que l'exploitation du sable continental respecte le règlement qui est fait à cet effet. L'unité de surveillance est déjà opérationnelle. Elle est composée de gendarmes, policiers, forestiers et marins. Ils vont surveiller la côte à tout moment. Mais la sensibilisation se poursuit. L'Agence nationale de gestion de l'environnement joue également sa partition sur le terrain en allant au contact avec les populations. Chaque fois, ils enlèvent des graviers, du sable, et on les interdit, mais ils ne répondent pas. Maintenant, aujourd'hui, comme l'ange est venu, nous sensibiliser encore, et ils savent maintenant la gravité de ce qui se passe. Et bientôt, ce qui va arriver. L'agence fait les évaluations environnementales pour accompagner les activités afin que ces activités n'aient pas des impacts négatifs. Et puis, l'agence fait aussi le suivi de l'environnement pour informer les populations sur les indicateurs, sur les enjeux présents. Et enfin, l'agence fait ce que nous appelons l'information environnementale. Désormais, tout exploitant saisi sera puni conformément à la loi.
La population est invitée à coopérer afin d'aider le gouvernement à sauvegarder la côte et garantir un meilleur cadre de vie à tous. La lutte contre l'érosion côtière, document signé Rachel Aokou. Dans le reste de l'actualité de la littérature, avec ce nouveau roman paru aux éditions Audi, Femmes libérées. L'auteur, Dr Solange Aransou, tout ça revient sur une pratique traditionnelle aujourd'hui combattue, l'excision, mais en réalité c'est un problème très actuel qu'elle expose, la situation dans les centres de santé. Viviane Noussouvi. Femmes libérées, un titre évocateur du premier ouvrage du docteur Solange Toussa Aransou, un récit de 148 pages qui relate les souffrances d'une femme enceinte. Le fond et la forme de cette œuvre démontrent l'expérience que l'auteur partage au quotidien avec les femmes enceintes en détresse sur leur lit d'hôpital. Une manière pour elles de dénoncer les problèmes auxquels sont exposées les femmes en voulant donner la vie. Elle propose toutefois les approches de solutions. J'ai choisi la plume simplement parce que je me dis il faut que la stratégie puisse se changer pour provoquer plus d'effets, pour un déclic. Tout accouchement est à risque. Il faut agir en amont en se préparant, en attendant la complication. Quand la complication survient, on n'a plus le temps de se préparer, on n'a plus le temps. Donc, il faut remplir un certain nombre de conditions, mettre à la disposition des femmes tout ce qui est nécessaire pour les sauver, la route en bon état, le moyen de transport, l'hôpital avec du matériel, avec le sang disponible pour sauver nos femmes. Viol, mariage forcé, polygamie, grossesse non désirée, perte de sang et bien d'autres mots y sont évoqués. L'ouvrage est riche en enseignements et accessible à tous. Elle a choisi un pays imaginaire, mais en lisant le livre, chacun peut deviner que ça se passe chez nous comme dans d'autres pays africains. Il suffit de lire l'ouvrage pour savoir que ça a été écrit par un docteur, par un spécialiste. Donc on y trouvera bien entendu beaucoup de termes techniques qui relèvent de la connaissance médicale. Mais l'avantage d'avoir choisi le biais de la fiction romanesque fait que il y a des histoires, il y a une histoire principale et puis il y a des histoires qui sont racontées dans le livre. Et en ce sens, tout le monde peut le lire et être accessible à l'histoire. Pour répondre au problème de l'hémorragie, l'une des causes de la mortalité des femmes enceintes, une opération de don de sang est lancée. Ceci pour rendre disponibles et accessibles les poches de sang dans les maternités sur toute l'étendue du territoire. Solange Toussa Aransou est chirurgien, gynécologue et obstétricienne de formation. Elle milite pour la santé sexuelle et l'éducation des jeunes. À travers ce récit, la gynécologue s'engage davantage à défendre les droits de la femme. Un reportage de Viviane Souvi présenté par Yasmine Kodia. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Zafi dans le Yoto et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.